Laissez le temps au temps, avant que celui-ci ne prenne le vôtre. Aloha et bienvenue sur les histoires d'un soir d'été. C'est Abby et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte que je n'ai pas écrit mais que j'ai adoré lire. C'est une nouvelle écrite par mon grand-père qui écrit et me fait lire ses écrits depuis très longtemps. Il a d'ailleurs participé au fait que j'aime écrire et lire aujourd'hui, pour la petite histoire. La nouvelle du jour s'intitule « La cave ». Récemment, Jean venait de fêter ses 78 ans, et ce soir il y pense un peu plus que d'habitude. Assis dans un moelleux fauteuil, face à l'ancienne cheminée au feu de bois, il écoute crépiter les bûches de charme et de hêtre parfumant la pièce d'une douce odeur de sève. Il est là, mais aussi ailleurs, profondément dans ses pensées, dans ses souvenirs. Il parle de moins en moins, en ressentant plus le besoin de s'exprimer par la voix. Un vieux livre sur l'art roman traîne à ses pieds, au ras du coussin sur lequel reposent ses pieds qui le font tant souffrir depuis un bon moment. Il ne s'est même pas rendu compte de sa chute, trop contemplatif par-dessus ses lunettes du regard qu'il vient de capter de l'amour de sa vie, de sa tendre Marie. Oh, Marie, comme dit la chanson, 76 années sonnées, au carillon de l'univers, ces années ayant eu bien de la peine à marquer ce doux visage d'ange plein de bonté et d'amour. Comme de coutume, le soir lors de leur veillée personnelle, elle était assise dans son fauteuil, légèrement en retrait de Jean, son inséparable mari pour l'éternité, avait-elle juré et pensé le jour de ses noces. Elle ne se met pas en retrait par ordre, mais parce qu'elle aime contrôler visuellement son entourage et admirer son bonhomme. Elle bouquine, mais sans plus, en diagonale comme elle aime le préciser, puisque la majeure partie de son temps, elle l'occupe en jetant un regard furtif par-dessus ses lunettes de lecture, en direction et en faveur de son miroir de Marie. À cet instant, une chaleur douce, bienfaisante lui envahit la poitrine. Elle pense que jamais elle ne saura employer de mots assez puissants pour lui dire à quel point elle l'admire, le contemple. Elle l'aime depuis la nuit des temps et ne cessera jamais de l'aimer. Il est la raison de son existence, le fluide de sa vie. Bien sûr qu'ils parlent, ils ne sont pas muets et quelquefois leur discussion est bien animée, surtout lorsqu'elle porte sur des projets tels que les voyages, les découvertes. Ils en veulent encore et toujours. Là est sans doute la source de leur indestructible jeunesse de cœur et d'esprit. Le résultat, toujours le même, ce que l'un pense, l'autre le pensait déjà. Alors qu'ils se surprennent encore d'avoir les mêmes idées, ou font-ils semblant, mais ça, c'est de l'amour. Depuis un certain moment, Marie s'inquiète pour Jean, ce soir plus que de coutume. Elle ressent la mélancolie de son époux, et pense qu'il se tracasse au sujet de leur âge respectif. Un nouveau tic, sans doute, ou commencerait-il à avoir peur en prenant conscience des années écoulées, de l'issue fatale de la vie. Elle sait qu'elle devra réagir très vite pour l'aider à franchir ce nouveau tunnel. Un charmant sourire apparaît sur ses lèvres au moment où elle réalise qu'il était auparavant un tantinet ronchon, alors que maintenant il est anxieux. Ça lui passera bien un jour. Nous venons de franchir le nouveau millénaire, et à notre époque ce genre de pathologie se soigne parfaitement, pense-t-elle. Il est vrai que nous prenons de l'âge, mais nous sommes heureux et à chacun son temps. On ne peut pas aller contre la fatalité. Je me rends compte qu'accepter que le nôtre arrive à terme n'est pas chose facile, j'en convainc aisément. Enfin, il doit nous rester quelques bonnes années, alors on verra plus tard pour s'inquiéter. Positivement forte, notre Marie, mais maître du destin, a bien remarqué que durant sa pensée, elle croisait les doigts. Ils avaient conçu 2 garçons, qui ont grandi, se sont mariés et sont professionnellement établis, ayant eu chacun 2 magnifiques enfants, faisant le ravissement de papy et mamie. Avoir des petits-enfants superbes, en pleine forme, en bonne santé, venant voir leurs grands-parents régulièrement le vendredi après l'école de leur propre volonté, c'est le parfait idéal, pense Marie, ressentant alors un immense bonheur lui traverser le corps. Durant cette soirée, ils sont là, près du feu de bois, Jean et Marie, faisant état de ce qu'ils sont aujourd'hui, vivant de leur petite retraite, bien confortable quand même. Prévoyants, ils avaient pensé à leurs vieux jours, en faisant l'acquisition d'une fermette délabrée, d'une époque non définissante,
sur le bord de l'Allier, bâtiment qu'ils avaient payé et retapé depuis des lustres. Au long des années, ils ont récupéré quelques rhumatismes, diverses petites douleurs ressenties au printemps et à l'automne, des inconvénients anodins qui les mèneront jusqu'à la centaine d'années, comme se plaît à dire leur vieil ami médecin de famille. Que peuvent-ils espérer de plus? À moins que, sieur du destin, en décide autrement, allez savoir. De toute la journée, Jean n'a pas été très causant, essayant même d'engager son peu de conversation sur des sujets qui habituellement ne l'intéressent pas. C'est assez bizarre de sa part, attitude pouvant se justifier par un coup de nostalgia. Il m'a même dit qu'il m'aimait, se souvient Marie, phrase à laquelle elle avait répondu « Mais je le sais, espèce de grand fou, n'en ayant jamais douté. Que se passe-t-il aujourd'hui, tu es souffrant ?» Depuis que les enfants ont quitté la maison afin de prendre leur propre envol, les journées s'écoulent plus lentement, sereines. Puis la retraite est arrivée, douce et mélancolique, laissant une empreinte de non utile à la société, sensation difficile à dominer. Souvent, il comble les après-midi trop paisibles, trop lourdes de calme et de fraîcheur, trompant l'ennui en faisant un jeu de société, et même en organisant pour la soirée une sortie nocturne, en catimini comme deux ados. Dans le noir, durant 2 bonnes heures, il savoure le privilège de se croire seul au monde, se donne des frayeurs de gamin de 10 ans en se racontant des anciennes histoires de monstres informes, sortis des films d'horreur, ou se commentant diverses légendes de la région, aux endroits les plus sombres, les plus sauvages, bercés par les clapotis incessants du cours d'eau lointain. Ce soir, ils se sont enfermés chacun dans leurs pensées, entourés de l'aura de lumière dansante du foyer rougeoyant, transportés par la mélodie des bûches qu'ils ont allumées ensemble, acte rituel scellant journellement leur entente, fixant leur bonheur, concrétisant la chaleur qu'ils apportent à leur corps et à leur âme l'un pour l'autre. Jamais tache, ombre, doute sont venus ternir leur union, et si ces prédateurs d'amour les ont approchés, ils ont vite compris qu'ils étaient inattaquables. Ils forment un couple d'inséparables sur la même branche, et malgré certains contre-coups de la vie, ils sont et resteront une unité indissociable. La soirée est bien avancée maintenant, et après un léger repas leur permettant de repasser en mémoire les instants de la journée, Jean et Marie décident d'aller rejoindre leur lit, qui les attend drap ouvert. Qu'est-ce qu'ils sont bien allongés de la sorte. Roméo et Juliette, enfin réunis, prêts à recevoir la protection du voile de la nuit. Dans la pièce voisine, la cheminée se met en sommeil, projetant dans la chambre les dernières lueurs et bribes de chaleur. Jean, tenant mal la fatigue actuellement, tourne la tête vers sa femme en lui faisant un gros clin d'œil et précisant comme d'habitude « Je t'aime et sois présente à mon réveil demain matin », déclenchant alors la rituelle réponse « Je serai toujours là pour toi ». Il se tourne de son côté et s'endort aussitôt. Marie est perplexe, tracassée. Son Jean n'est pas comme d'habitude, l'empêchant alors de trouver le sommeil. C'est une sensation intrinsèque. Elle pense même que c'est elle qui se tracasse le plus, en se disant que c'est peut-être elle qui a peur de cette vieillesse, la consumant un petit feu et l'entraînant vers la destination finale. Désirant chasser ses idées sordides et morbides, elle se lève et part vérifier si toutes les issues de la maison sont bien fermées. Ça lui passera le temps et lui permettra de penser à autre chose. Elle se rend compte qu'elle ne va pas très bien non plus ce soir. Quelque chose la perturbe. Mais quoi? Elle a presque envie de pleurer sans pouvoir en déterminer la raison. Au lieu de rejoindre son lit, elle se met momentanément dans son fauteuil et décide de penser à sa maison, à la quantité de travaux effectués depuis toutes ces années. D'une ruine à l'achat, ils en avaient fait un palais royal, une demeure familiale de toute splendeur. Elle sourit en pensant qu'ils étaient venus à bout de ces tas de gravats, de milliers de coups, de pioches et de pelles. Ils avaient tout changé, restauré, transformé, afin d'en faire le logis de leur espoir, ce dont ils avaient toujours rêvé, à l'exception d'un seul endroit qu'ils ont gardé intact. Ils avaient épargné de toute agression leur magnifique et grandiose cave, digne d'un château du XVIIIe siècle, digne d'un conte de fées. Une cave monumentale, un chef-d'œuvre d'architecture à tendance médiévale, constituée de 3 salles voûtées à niveau décroissant,
desservie par des escaliers de 9 grandes marches en pierre volcanique, de teinte sombre, avec soubassement en pierre, genre grès et silex. Les bases des arcs des voûtes sont supportées par des colonnes d'un diamètre de plus d'1 mètre, du style grec ou romain, garnies de symboles et inscriptions n'ayant jamais pu être décodées. L'image la plus approchant serait les cryptes des basiliques ou des cathédrales. Lors des travaux, il aurait été sacrilège de toucher à de telles beautés, avaient décidé Jean et Marie. Une légende locale dit qu'il y a très longtemps, il y avait en ce lieu un prieuré ou un quelque chose du genre, bâti sur des ruines dont l'origine se perd dans la mémoire collective. Les anciens l'appellent toujours cette fermette le lieu dit le temple, mais déclarent ne pas en connaître la raison. Bref, notre couple n'est pas peu fier de leur réussite, et comme ils aiment à le préciser, ainsi ils laisseront un héritage immobilier à leur descendance. Marie est toujours pensive, dans son fauteuil, oppressée de voir Jean se morfondre de la sorte. Elle sait que c'est un gros bébé gâté par elle-même, leurs enfants, leurs petits-enfants. En réalité, est tellement fragile, mais elle l'adore ainsi et ne voudrait en aucun cas qu'il change. En bon père, il a contribué au bonheur des enfants avec amour et respect, preuve qu'il est aimé et admiré de tous en retour. Marie se remémore leurs exploits de jadis, quand ils étaient plus jeunes, et se dit qu'elle a eu le meilleur des maris, n'ayant jamais eu le regret de le connaître et de lui avoir voué son existence tout entière. Oh, et puis assez, se dit-elle. Assez de nostalgie, et, puisqu'elle n'arrive pas à se décider à se coucher, par lire dans le petit coin salon, adoptant un large sourire déclenché par les ronflements de Jean, qu'elle entend depuis la chambre. Il dort comme un loir. Visualisant quelques livres sur son étagère, elle se retrouve face à face avec le coffret, là, devant ses yeux, s'offrant de manière délibérée, presque impudique, telle la vérité sortant du pu. La tentation est trop forte pour un être humain, mais pourtant elle a promis. Elle connaît bien son mari à la perfection, et se dit que si cette boîte est restée à portée de main, c'est qu'il a l'espoir que je l'ouvre. Malicieusement, elle en déduit que si elle le fait, ce serait un peu l'aider à réaliser son désir. C'est trop tentant, trop fort. Pour la première fois de sa vie, elle décide de rompre une promesse faite à Jean. Elle hésite encore quelques secondes, se souvenant du nombre de fois où son époux l'agace, la taquine, en lui disant qu'à l'intérieur il y a peu de choses, mais ô combien importantes pour leur couple. Il lui avait fait promettre de ne pas y toucher de son vivant. Mais qu'exceptionnellement... Mais jamais il ne terminait sa phrase. Marie se dit qu'à la fin cela devenait insupportable, et qu'elle devait être en droit de savoir, de connaître le contenu de ce coffret, d'accéder enfin au secret de son homme. Elle s'empare de la boîte métallique, genre boîte à biscuits de jadis, la serre dans les mains, hésitante face à l'inconnu. Elle pose le coffret sur ses jambes, alors que des millions de questions se concrétisent dans sa tête. Mais s'il m'avouait m'avoir trompée, non, ce n'est pas possible. Ou alors une grave maladie? Non, tu n'as pas le droit, Jean. Maintenant j'ai peur. De toute façon, puisque c'est afférent au couple, cette boîte m'appartient également, et je suis relevée de ma promesse. Tant pis pour toi, mon grand. Elle se sent gênée d'avoir prononcé cette réflexion à haute voix, mais entend toujours les ronflements de son époux. Bien décidée cette fois, elle allonge ses jambes, se cale bien dans son fauteuil, et ouvre la boîte. Un peu déçue, surprise de constater qu'il ne contenait qu'un modeste cahier d'écolier. Trop tard pour reculer, elle l'ouvre, et découvre une écriture assez récente, correspondant bien à celle de son mari. Puis, calmement, commence à lire. Pour toi, Marie, seule et unique femme de ma vie, je t'ai toujours aimée et je t'aime de plus en plus, même de où je suis maintenant. Si tu as tenu ta promesse, ce qui m'étonnerait, mais le cas échéant, je sais que j'ai tout fait pour que tu ne puisses pas la tenir. Tu es, sois-en sûre, partie intégrante de mon cœur et de mon âme. Il y a pourtant une confession que je dois te faire. Tu comprendras, je l'espère, que je ne pouvais pas te le dire de mon vivant, sans créer à nouveau le trouble à l'intérieur de ma famille, que j'adore très fort. C'est au sujet de mon amnésie. Si réellement à une période je fus malade, j'ai peur d'oublier encore une fois, et j'ai donc décidé de me confier à toi en noircissant ces pages de cahier. Tout a commencé ou fini à ton anniversaire en 1963.
Les enfants étaient encore petits, et ce soir-là nous avions organisé un repas de famille pour fêter l'événement. Vers 22 heures, tu m'as demandé d'aller à la cave chercher une bonne bouteille de vin. Je m'y suis rendue, et alors que je m'apprêtais à remonter, les lumières se sont éteintes. Plongée dans l'obscurité, je me souviens avoir crié « Rallumez, s'il vous plaît! Je risque de tomber ou de me heurter à quelque chose !» Et les lumières se sont remises à diffuser leur clarté. J'ai pensé à une plaisanterie des enfants, sans conséquence d'ailleurs. J'ai voulu grimper les escaliers 4 à 4, mais je n'ai pas pu le faire à cause d'une fatigue soudaine que je ne comprenais pas encore. Une fois sortie du sous-sol, j'ai refermé la porte derrière moi et je suis allée vous rejoindre dans la salle à manger. Jusque-là, tout semblait aller, mais justement, Marie, plus rien n'était pareil. Tu étais seule, les enfants n'étaient plus là. La table présentait un revêtement que je ne reconnaissais pas sur lequel il y avait des restes de repas pour 2. Pas pour 4. Reste d'un repas normal. Pas d'anniversaire. Tu t'es rendu compte de mon effarement et tu m'as dit « Mais qu'as-tu, Jean? Tu es blanc comme un linge. Tu sembles bizarre. J'ai l'impression que tu as vu un fantôme dans la cave. » J'ai eu très peur, Marie, et cette peur ne m'a jamais quittée. J'ai eu peur de toi, de tout ce que je voyais. L'emplacement et les meubles avaient changé. Les rideaux, la tapisserie n'étaient plus les mêmes. À la comptoise du salon, il s'était écoulé 10 minutes depuis que j'étais allée à la cave. 10 minutes durant laquelle tout avait changé pour moi. Tu étais assise, calme et reposée, sans plus aucune trace de repas d'anniversaire. Mais d'ailleurs, de quel anniversaire? Puisque tu étais vieille, Marie, très vieille. La bouteille s'est échappée de ma main et s'est fracassée au sol, en projetant du vent un peu partout. T'en souviens-tu, Marie? J'ai marché lourdement jusqu'au hall d'entrée, et face au grand miroir, je me suis vue. Âgée, ridée. Seigneur Dieu, en 10 minutes, nous étions devenus très vieux. Pour toi, Marie, tout ceci s'est déroulé en 1990. Quand semble-t-il, j'ai été déclarée malade, amnésique. Je sais que c'est incroyable, mais je l'ai vécu. Je suis allée à la cave en 1963 et en était remontée 10 minutes après, en 1990. J'ai cru que tu vivais le même cauchemar. Alors je t'ai dit « Marie, nous sommes vieux !» Tu as alors eu un grand soupir en reprenant ton sourire habituel, en répondant « Si ce n'est que ça, il ne faut pas t'inquiéter ainsi. Ce n'est pas grave. Nous avons vieilli tous les deux, mon amour. C'est la triste loi de la nature. Allez, viens près de moi et arrête de stresser. » Je me suis rapprochée de toi et je t'ai alors demandé où étaient les enfants. Alors là, tu as explosé de rire en me disant « Mais chez eux, mon cher époux, avec leurs femmes et leurs enfants comme d'habitude. Ils nous rendront visite vendredi. Ça n'a pas l'air d'aller très bien ce soir. » Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, te harcelant de questions que tu ne comprenais pas, que tu ne pouvais pas comprendre. Dès le lendemain, tu as appelé le médecin, croyant que j'ai dû tomber en allant à la cave. J'avoue que suite à mes explications peu claires, le praticien a diagnostiqué une amnésie partielle, sans gravité sans doute due à un choc à la tête, précisant que la guérison devait être totale et rapide. Les radiographies que j'ai subies les jours suivants n'ont rien révélé d'anormal. Mais moi je sais que je n'ai jamais été amnésique, puisque je n'ai rien à oublier, n'ayant pas vécu ces 27 années en cause. Période non pas de vide ou de manque de souvenirs, mais inexistante pour moi. Te souviens-tu du nombre de questions que j'ai pu te poser sur notre passé, sur nos enfants? Puis le temps passa, et je me suis aperçue que mon amnésie, puisqu'il faut l'appeler ainsi, créait une zone d'ombre au sein de notre famille, ainsi qu'auprès des enfants. J'ai alors décidé de jouer le jeu, de faire semblant et progressivement de guérir aux yeux de tous, afin de ne plus vous inquiéter pour moi, puisque j'allais mieux. J'ai menti à toute ma famille, Marie, jouant la comédie durant des années. La vérité, c'est que dans ma mémoire, j'ai un espace vide de plus de 20 ans. Et si je suis actuellement partie, c'est sans en connaître la raison. À maintes reprises, je suis retournée à la cave, afin d'y chercher quelque chose dont j'ignore tout. N'importe quoi, pouvant m'éclairer sur ce qui m'est arrivé. Durant ces dernières années, je n'ai rien trouvé, rien découvert, même pas un endroit où j'aurais pu me cogner la tête si tel avait été le cas.
Je n'ai pas trouvé la réponse, Marie, sur ce que j'ai vécu à la cave. Et aussi dans le cas où je ne serais pas fou, qui a vécu à ma place, auprès de toi durant 27 ans? Puisque tu lis ce cahier, c'est que théoriquement je ne suis plus de ce monde. J'espère avoir été un mari acceptable et un bon père. Je t'aime pour l'éternité. Je suis juste dans la pièce d'à côté, où je t'attendrai le temps nécessaire pour prendre le grand chemin ensemble. Signé Jean, ton mari. Marie vient de prendre le choc de sa vie. Troublée, effondrée par ce qu'elle vient de lire, les larmes envahissant ses joues. Sans aucune hésitation, elle se lève en portant le cahier et se rend dans la chambre pour réveiller son mari. À peine les yeux ouverts que Jean reconnaît son cahier. C'est plus fort que toi, hein. Tu n'as pas résisté. Et je te comprends, plus que tout même, je l'espérais. Merci de l'avoir fait avant ma mort, même si tu dois en déduire que je suis complètement fou. Marie se blottit alors dans les bras de son Jean, en lui murmurant. Mais que t'arrive-t-il? Tu es guéri maintenant, et si parfois tu as des absences, ça m'est tout à fait égal. Alors tu vois, pas de problème d'amnésie, ou autre chose, tout va bien. Il n'y a vraiment pas de quoi se formaliser. Jean ne peut se résoudre à cette alternative. Il écarte Marie, se met en face d'elle, et très sérieusement lui dit. Mais pour l'ultime fois, écoute-moi bien, Marie. Je n'ai pas perdu la mémoire durant toutes ces années. Je ne me suis pas cogné la tête à la cave, ni ailleurs. Je n'ai jamais eu que de coups sur le crâne, d'accord? Ce soir-là, à l'endroit précis où je me trouvais dans la cave, j'ai ressenti un effet étrange que je ne peux expliquer au moment où la lumière s'est coupée. Quelques secondes après, alors qu'elle s'était rétablie, je me suis sentie différent, fatiguée. J'avoue que j'ai eu peur comme un gamin de 10 ans en remontant avec la bouteille de vin à la main. J'ai la certitude qu'il me manque un passage de ma vie. Mon corps le sait, mon âme le sait. La cave m'a volé des années d'existence. Bien que tu me dises que je les ai vécues auprès de toi, avec les enfants que nous avons élevés et éduqués. Leur mariage, leurs femmes, la naissance de leurs enfants. Tout cela est inconnu pour moi et non pas effacé. Marie stoppe net cette discussion stérile et signale à Jean d'une voix ferme qu'il avait été médicalement déclaré amnésique et que dans ce cas, il est plutôt normal d'avoir des trous de mémoire, voire de longues absences. Elle lui saisit le bras en lui disant « Allez, lève-toi comme tu es. Tais-toi et suis-moi. Viens. Viens avec moi dans cette maudite cave qui va quand même pas nous pourrir la vie jusqu'à notre dernier souffle, non ? Je vais te prouver qu'elle n'est ni anormale, ni hantée, ni magique, ni décideuse de notre destin. Enfile ta veste de pyjama et suis-moi, gros bêta. Ensuite, tu me jureras que tout ça sera fini concernant cette affaire, et que plus jamais on en reparlera. » Jean, voyant le faux air méchant de sa dulcinée, ne put s'empêcher de rire en lui disant la folie d'aller à la cave à plus de 22 heures, et que, vu leur âge, ce n'était pas très raisonnable. Il ne put éviter le contre-coup. Et toi, ton histoire de cahier, tu crois vraiment que c'est du domaine du raisonnable? Il ne put répondre, et tel le mouton de Panurge, je suivis sa bien-aimée, ayant à peine eu le temps d'enfiler sa vieille robe de chambre et ses non moins vieilles pantoufles. Il aime assez quand elle prend de telles décisions en s'octroyant l'autorité familiale. Ils descendent calmement mais assurément les escaliers, en prenant bien soin quand même d'activer toutes les lumières sur leur passage. Leur amour est très fort, mais ce soir ils ont besoin plus que jamais de se guérir mutuellement, et définitivement de ce cancer qui leur ronge l'âme et la paix de leur vieillesse naissante. Durant une dizaine de minutes, ils cherchent ensemble, ou font semblant, des vrais et faux indices, en déplaçant, replaçant divers objets. En réalité, ils n'ont besoin de chercher, pas obligatoirement de trouver. Bien sûr, ils découvrent rien d'inhabituel. Alors, tu es convaincu? Il n'y a rien de spécial dans notre cave, hein? D'abord, on ne peut rien trouver parce qu'il n'y a rien à trouver. Comme tu peux le voir, il y a des tas d'endroits où tu aurais pu te heurter la tête sans pour cela en avoir une cicatrice. Surtout lors d'une panne de courant. Je ne veux pas de réponse. Prends une bonne bouteille de vin et allons la déguster là-haut, en parlant de choses plus gaies. Jean prend alors une bonne cuvée et éclate de rire en constatant le burlesque de leur situation, tant pour l'heure que pour leur accoutrement vestimentaire en ces lieux. Pris tous deux du même éclat d'hilarité, ils ne sont plus vraiment pressés de remonter. Il prend Marie par la taille et lui dit combien il aurait aimé lui offrir le souvenir de toutes ces années perdues. Marie, présageant la suite de cette nouvelle conversation, arbore son plus grand sourire des jours heureux afin de mettre un terme définitif à cette histoire.
en appuyant sa main sur le mur le plus proche, et lui décoche telle une flèche. « Mais mon cher, demande à la cave de te les rendre puisque c'est elle qui te les a volés. » Instantanément, la lumière s'éteint durant une parcelle de seconde et se rétablit. Ils viennent alors d'avoir la peur de leur vie, un frisson leur glace le bas du dos. Sans attendre, sans se regarder et sans commentaire, ils remontent 4 à 4 les escaliers, comme deux adolescents surpris, en plein fragant délit de faute de jeunesse, referment la porte de la cave et se tournent dans la salle à manger. Dans un ultime réflexe, ils ont tout juste le temps de capter au passage, ou plutôt de saisir en pleine course, leurs 2 enfants d'une dizaine d'années. Les entendant dire « Vous êtes restés un peu longtemps à la cave, on commençait à s'inquiéter. C'est ton anniversaire, maman, et le repas n'est pas fini. On attend encore le dessert. » Puis, détaillant leurs parents ébahis, c'est à leur tour de s'exclaffer. « C'est à la cave que vous nous avez trouvé ces vieux vêtements de nuit. C'est bien pour une fête, ça !» Jean et Marie se fixent mutuellement leurs doux visages d'une trentaine d'années. Ils sont tels des automates, ne prononçant aucun mot. La main de Jean s'ouvre, laissant s'échapper une bouteille de vin qui vient se fracasser au sol. Bien plus tard, aux portes du Massif central, dans un hameau du Bourbonnais, des gens disent que la fermette près de l'Allier, au bout du pays, est abandonnée. Elle avait été achetée jadis par un jeune couple avec 2 enfants, nul ne sait où. Pourquoi ces gens-là sont partis sans jamais revenir, alors qu'ils avaient tant peiné à restaurer cette bâtisse? Les anciens du village ont entendu parler d'une très ancienne légende qui nommait cet endroit comme le temple du temps. Mais nul n'en connaît la raison, ou alors nul ne préfère ne pas s'en souvenir. J'espère que cette histoire vous a plu autant qu'à moi, il me plaît de la lire encore et encore après toutes ces années. Merci beaucoup pour ton écoute et je te souhaite une bien belle soirée. Et je te dis à très bientôt. C'était Abby pour les histoires d'un soir d'été. Salut!